L'homme a toujours adoré le spectaculaire, et plus encore lorsque ça touche à la force physique. Car de tout temps, petits et grands n'ont jamais pu s'empêcher d'admirer les démonstrations de force, quitte à en nourrir les mythes, les légendes, et même à placer certains individus au-dessus de l'humanité avec toute l'exagération que ça entraîne. Pourtant, très loin d'être fictifs, de nombreux strongmen du 19 et du 20e siècle, la plupart issus du cirque, ont réalisé des exploits véritablement surhumains qui n'ont rien à envier à ceux de la mythologie. La preuve tout de suite, avec ce top 10 des hommes forts les plus incroyables de l'histoire. Hey tout le monde, et bienvenue sur le premier top de la chaîne. Pour inaugurer ce nouveau format comme il se doit, et histoire de frapper un grand coup, direction l'entre-deux-guerres avec Sigmund Brebart, un homme qui aura donné bien du fil à retordre au régime nazi. En effet, né en Pologne dans une famille de forgerons juifs, ce monsieur allait déconstruire à lui seul tous les stéréotypes antisémites de l'époque. Déjà présent pour aider son père à la forge à l'âge de 4 ans, il développa rapidement une grande force physique et se détourna de l'artisanat pour se consacrer au sport. Si ses premières démonstrations resteront centrées autour de la métallurgie, pliant des tiges d'acier dans des fers à cheval ou enfonçant des clous dans des planches à la seule force de ses poings, Sigmund fera sa renommée à travers des exploits bien plus singuliers. Il était en effet capable de monter à l'échelle en tenant un bébé éléphant, de tirer des wagons avec ses dents et même de maintenir sur son torse une plateforme ou rouler 2 motos. De plus en plus populaire, une de ses principales motivations à toujours se dépasser était de prouver au monde que les juifs n'étaient pas tous des gobelins, raison pour laquelle il affichera sa musculature dans des tenues chères au nationalisme allemand, comme par exemple celle du centurion romain. C'était de la provocation intelligente, piquante et assumée. Pourtant ce n'était pas suffisant pour faire évoluer les choses. Or, très alerte face aux dangers qui guettaient les siens, Sigmund décidera bientôt de paraître en Palestine pour recréer les exploits de Samson, la version hébreuse d'Hercule. L'idée derrière une pareille mise en scène était de faire assez de bruit pour rassembler le peuple juif sous une même bannière, le tout dans l'espoir de libérer le pays du mandat britannique. Un projet complètement fou, mais qui demeurait possible au vu de ce qu'inspirait l'ancien forgeron. Car en Pologne, les juifs voyaient en lui l'incarnation de l'idéal germanique de force, de beauté et de courage, ce qui leur donna beaucoup d'espoir quant à une émancipation prochaine. De quoi mettre en PLS un certain politicien moustachu. Hélas, blessé lors d'un spectacle par un clou rouillé qu'il venait d'enfoncer à main nue, Sigmund fit une septicémie et mourut avant même de quitter l'Europe. Dommage, car comme le dit un célèbre dicton yiddish, si un millier de Breitbart était apparu parmi les juifs, ce peuple n'aurait plus jamais été persécuté. Tu m'étonnes. Pour lui succéder, je vous présente l'incarnation de la badassitude, j'ai nommé Alexander the Iron Samson Zas. Né au fin fond de l'Empire de Russie en 1888, notre numéro 9 démontrera déjà tout petit un certain attrait pour les activités bourrines, s'amusant entre autres joyeusetés à briser d'épaisses branches d'arbres à main nue, ou encore à soulever de gros cailloux sous une température de -12. C'est normal en Russie. Vétéran de la Première Guerre mondiale, c'est à l'occasion du même conflit qu'Alexander deviendra célèbre. Capturé 4 fois par l'ennemi, il est en effet connu pour s'être systématiquement échappé, notamment lorsqu'il détruisit lui-même ses chaînes avant de plier les barreaux de sa cellule à main nue, le tout devant des camarades médusés. Un événement qui se serait suffi à lui-même pour alimenter la légende, pourtant les prodiges du Russe ne s'arrêtent pas là. Car crédité d'autres exploits, comme celui d'avoir porté son propre cheval blessé pendant une bataille, Alexander s'était forgé une véritable réputation de surhomme et s'engagea tout naturellement dans le cirque une fois la paix revenue. Inutile de vous dire qu'il y fit un véritable carton, et au nombre de ses tours les plus célèbres, outre les grands classiques de la force, on soulignera le fait de porter un piano avec 2 personnes dessus, d'attraper au vol une femme tirée depuis un canon, ou encore de plier toutes les barres de fer qui lui tombaient sous le coude. D'ailleurs, plier des trucs c'était un peu sa spécialité, si bien qu'avec son autobiographie, publiée en 1926, il fut le premier athlète à mettre en évidence l'importance des exercices isométriques pour la force. La preuve si besoin est qu'on n'a pas eu à attendre le fit game pour avoir quelques connaissances en muscu. Pour terminer, on notera que de très nombreuses rumeurs couraient à propos d'Alexander et faisaient de lui un espion russe profitant du cirque comme d'une couverture pour parcourir le monde. Habile. Moins fantasque mais tout aussi impressionnant qu'Alexander, George Ekan Smith constitue pour sa part un sacré mélange d'intelligence, de volonté et surtout de force pure. En effet, vraisemblablement gâté par la génétique, George était déjà exceptionnellement fort à l'adolescence, puisqu'il était capable de réaliser 21 répétitions au développé haltère avec 20 kg par bras, le tout à seulement 14 ans. De quoi laisser présager de grandes choses pour les années à venir, et ce à juste titre, puisqu'à peine adulte, il démontra un à un tous les records de l'époque. 125 kg sur de l'overhead press unilatéral, 140 sur du pullover press, ou encore 164 sur du développé couché, mouvement qu'il a d'ailleurs lui-même inventé. Véritable rouleau compresseur, notre étoile montante ira jusqu'à titiller le grand Eugène Sandow sur l'un de ses mouvements fétiches, le bench press, et semblait quasi invincible. Ce qui amoindrait chez les notre cas à tous, jusqu'au jour où la blessure arrive.
Car un matin, alors qu'il était en train de s'entraîner normalement, probablement sans s'être assez échauffé, il ressentit une violente douleur dans l'épaule droite. C'était la déchirure. Ça c'est con! Une blessure qui lui paralysa momentanément le bras et qui l'empêchera pour tout le restant de sa vie de forcer sur des charges lourdes à deux mains. Chez ses rivaux, on devait déjà commencer à sabrer le champagne, pourtant il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sachant sa carrière de strongman complètement foutue, George décida en effet de mettre sa force au profit d'un autre sport, la lutte, où il connaîtra un succès triomphal. Inventeur de la célèbre prise de l'ours, il remportera de nombreux titres, sera champion d'Europe, puis du monde en lutte gréco-romaine, avant de devenir l'un des catcheurs les plus réputés du monde. Il n'obtiendra malheureusement pas le titre suprême, puisqu'il se blessera au genou en affrontant le champion. Un événement qui le décidera finalement à prendre sa retraite sportive pour se consacrer à l'écriture. Auteur de nombreux ouvrages sur le sport et la philosophie, l'Estonien continuera alors de se cultiver et de s'entraîner jusqu'à sa mort, à l'âge de 89 ans. À la 7ème position, laissez-moi vous présenter celui que l'on connaît aujourd'hui sous le titre de roi du sport, j'ai nommé Donald Dini. Né en Écosse en 1837, Sa Majesté est l'incarnation même du compétiteur, car s'il était avant tout célèbre pour sa force herculéenne, l'Écossais aura eu tout loisir de prouver qu'il n'était pas qu'une brute, en s'illustrant dans plus de 11 000 événements sportifs en 50 ans de carrière. En effet, c'est au lendemain d'une première victoire en lutte à l'âge de 16 ans que le jeune Donald se mit à pratiquer des disciplines aussi variées les unes que les autres, comme le sprint, la lutte, le saut en hauteur et en longueur, ou encore le lancer de marteau. Une diversité telle qu'on a bien du mal à l'imaginer performer partout, et pourtant, à en croire la BBC, qui s'est amusée à faire des stats, s'il avait pu participer aux Jeux Olympiques de 1896 dans la fleur de l'âge, il aurait remporté à lui seul 7 médailles d'or. Un chiffre extrêmement impressionnant, vous en conviendrez, mais qui repose hélas sur de simples hypothèses. En revanche, si on veut des faits, il est tout à fait certain d'affirmer que l'Écossais fut le plus grand champion des Highland Games, jeux qui ont justement inspiré le baron Coubertin dans la Renaissance olympique, et ce avec un palmarès de 20 victoires. Mais au-delà de cette jolie collection de trophées, c'est bel et bien à une démonstration de force pure que Donald doit sa place au classement. En effet, l'un de ses accomplissements les plus célèbres est d'avoir déplacé 2 pierres pour un poids total de 332 kg sur plus de 5 mètres. Ces dernières, les Dini Stones, sont encore sur place aujourd'hui au hameau de Potarch en Écosse et attirent régulièrement des athlètes venus du monde entier désireux de se mesurer à l'ancien champion. Citons par exemple Brian Shaw, 4 fois titré comme l'homme le plus fort du monde, lequel n'a pourtant pas réussi à déplacer des pierres au-delà d'une distance de 3,5 m. À défaut de pouvoir se doper, le secret de Donald ne pouvait résider que dans le kilt. Arrivé à mi-chemin de ce classement, il était grand temps de faire preuve de chauvinisme. En effet, né en 1862 dans l'Hérault et encore aujourd'hui considéré comme le premier champion du monde de force, voici Louis Uni dit Apollon le Tout-Puissant. Issu d'une famille d'agriculteurs et en dépit d'un destin qui semblait déjà tout tracé, le jeune Français nourrissait de grandes ambitions et était persuadé que sa place se trouvait sur scène. S'entraînant sans relâche avec les moyens du bord, soulevant des sacs de grains et travaillant sans compter à la ferme, il affichait déjà à 16 ans des mensurations impressionnantes. 1,90 m pour plus de 100 kg. C'est donc tout naturellement qu'après avoir réussi à convaincre ses parents de le laisser quitter l'affaire familiale, il se lança dans une carrière de strongman. Hélas, aussi fort qu'il était, Louis n'avait pas la fibre du spectacle. Il excellait dans la démonstration de force brute, parvenant à soulever d'immenses charges avec facilité, mais avait beaucoup de mal à faire le show. Une situation épineuse qui se débloquera grâce à ses amis et à son épouse, lesquels mettront au point pour lui le tour de l'évasion, dans lequel il jouait le rôle d'un prisonnier de guerre parvenant à s'échapper in extremis de l'exécution en tordant les barreaux de sa cellule. Dramatique et particulièrement bien mis en scène, le spectacle fit sensation, Apollon était né. Fort de son charisme, de sa belle gueule et de sa popularité, Louis déchaînera alors les passions partout autour de lui, notamment chez les femmes qui lorsqu'elles étaient enceintes avaient pour coutume de venir lui toucher les biceps. Un geste qui d'après la rumeur populaire pouvait leur donner des fils aussi beaux et forts que l'illustre athlète. J'en connais quelques-uns qui devaient faire un peu la gueule. Mais malgré son surnom, Apollon demeurait un simple mortel, un état dont il se serait volontiers passé, mais qu'il sera obligé d'admettre en 1913 suite à une performance aux conséquences dramatiques. En effet, alors qu'il tentait de retenir 2 voitures accélérant dans des directions opposées, il se déchira très sévèrement les muscles des bras. Une blessure qui était synonyme de retraite et donc d'oubli, car malgré quelques petits rôles dans le cinéma, plus personne ne se souviendra de Louis à la fin des années 20. Du moins, chez les personnes lambda, car chez les sportifs, son nom était déjà rentré dans l'histoire grâce à une invention qui deviendra quasi mythologique. En effet, tout curieux et bricoleur qu'il était à son apogée, le champion aimait aller dans les décharges pour voir s'il y avait des choses intéressantes qu'il pourrait soulever et utiliser dans ses spectacles. Or un jour, alors qu'il errait dans les allées, il découvrit 2 roues de wagon qu'il assembla à une énorme barre de près de 5 cm de diamètre. L'engin pesait au total 166,5 kg et servira à Louis afin de réaliser des épaulés jetés particulièrement impressionnants. Très difficile à manier à cause de sa prise compliquée, cette barre mythique, que l'on connaît sous le nom d'Essieux d'Apollon, constitue encore aujourd'hui un classique des épreuves de force et aura définitivement assuré aux Français sa place au Panthéon.
Après tout, quoi de plus normal quand on s'appelle Apollon? À quoi pourrait bien ressembler un top sur les hommes forts de légende sans le plus illustre d'entre eux? Né en Prusse le 2 avril 1867, notre 5e athlète en la personne d'Eugène Sandow est considéré par beaucoup comme la plus grande figure de la musculation naissante. Influencé très jeune par un voyage en Italie au cours duquel il passa le plus clair de son temps dans les musées, observant méticuleusement peintures et autres sculptures musculeuses, le jeune homme revint de son voyage avec une vocation: devenir strongman. Pris en charge par le célèbre entraîneur Louis Attila, il se laissa pousser la moustache et devint rapidement capable de nombreux exploits qu'il répétait inlassablement lors de spectacles itinérants, comme des tractions à un doigt, des backflips avec 15 kg dans chaque main, ou encore des arrachés unilatéraux à plus de 80 kg, tandis que son numéro fétiche consistait à briser une chaîne enroulée autour de sa poitrine. Pour vous la faire courte, il était fort, il faisait le show, mais surtout il était beau. Car ce qui distinguera vraiment Eugène de la concurrence, ce sera le bodybuilding. En effet, le Prussien estimera rapidement que prouver sa force par des exploits physiques, c'est une chose, mais que la démontrer par la seule exposition d'un corps musclé et esthétique, c'en est une autre, bien plus frappante encore. Ce qui à mon humble avis est malheureusement moins vrai depuis que le dopage existe. Délaissant ainsi la fonte sur scène entre deux démonstrations de force, Eugène commencera à effectuer des poses de culturisme devant un public bien peu habitué à admirer une musculature à la fois sèche et développée. Le succès sera inévitablement au rendez-vous et ses désormais célèbres muscle displays deviendront la principale caractéristique de son spectacle, lequel fera bientôt du Prussien une superstar à travers le monde entier. Aussi musculeux que doué pour les affaires, Eugène n'aura alors aucun mal à faire fructifier sa nouvelle image, si bien qu'il organisera avec un succès triomphal le premier concours de culturisme en 1901 au Royal Albert Hall de Londres. Une sacrée réussite pour celui qui était connu, sans doute à tort, comme l'homme le plus fort du monde. Et j'ai bien dit à tort, car juste devant lui se trouve l'un de ses plus grands rivaux, j'ai nommé Arthur Saxon, dit l'Iron Master. Né en 1878 en Allemagne, ce sosie musculeux de Freddie Mercury sera fasciné par les hommes forts dès sa plus tendre enfance, au point qu'il ira jusqu'à organiser avec ses deux frères, Hermann et Kurt, des concours de force dans le jardin parental. Rapidement imbattables, les trois frères gagneront énormément en popularité et seront bientôt connus à travers toute l'Europe pour leurs impressionnants spectacles. Surclassant de loin ses cadets, Arthur devra néanmoins attendre sa carrière solo pour connaître un succès à la hauteur de son talent. Véritable monstre de puissance, il détient encore aujourd'hui 2 records d'haltérophilie. 203 kg sur le Two Hands Anyhow et 168 sur le bench press. Ce dernier exercice le fit d'ailleurs entrer définitivement dans la légende suite à un spectacle au dénouement inattendu. En effet, fidèle à ses habitudes, l'Allemand aimait se faire mousser à la fin de ses performances, proposant avec beaucoup d'assurance au public de venir se mesurer à lui, tandis qu'il affirmait au passage qu'aucun homme ne pouvait le vaincre, pas même le grand Eugène Sandow. Or un soir, visiblement attiré par la rumeur, ce dernier se dissimula dans la foule avant de descendre sur scène pour confronter Arthur et démontrer une bonne fois pour toutes sa supériorité à quiconque aurait osé avoir le moindre doute. Malheureusement pour lui, son plan ne se déroula pas comme prévu, puisqu'il fut bien incapable de reproduire la performance de l'Allemand, et ce malgré moult tentatives. Plus de peur que de mal pour Saxon qui sautera sur cette chance pour s'autoproclamer officieusement comme l'homme le plus fort du monde. Cet heureux imprévu aurait pu et aurait dû faire décoller sa carrière, mais ça c'était sans compter sur la Première Guerre mondiale qui mettra hélas un terme à ses spectacles. En effet, alors qu'il combattait dans l'armée allemande, Arthur fut confronté pour la première fois de sa vie à la famine et il ne se remettra jamais du conflit, lequel laissera derrière lui un homme faible et maigrelet. Et puisqu'on parle de maigreur, laissez-moi vous présenter celui qui occupe la 3e place du podium, l'incroyable Mighty Atom. On croirait entendre un nom de super-héros, et franchement, ça tombe bien puisque l'histoire de Joe Greenstein y ressemble à s'y méprendre. Né en Pologne de parents juifs en 1893, Joe était d'abord un enfant maladif. Grand prématuré et toujours malade, les médecins ne donnaient pas cher de sa peau et étaient persuadés qu'il mourrait de la tuberculose avant même d'atteindre l'âge adulte. Mais un jour, alors qu'il s'était fait surprendre à rôder parmi les tentes d'un cirque itinérant, il fut remarqué par le champion de force local, un dénommé Volanko, alors que des employés étaient en train de le mettre dehors. Impressionné par la combativité de l'adolescent, laquelle contrastait avec son physique de phasme, le strongman décida de le prendre sous son aile pour en faire un homme nouveau. Pari réussi, puisqu'à la fin de la tournée, 18 mois plus tard, Joe était rentré à la maison plus fort, plus confiant, en meilleure santé, et il démarra même une carrière en tant que lutteur. Carrière qui fut précocement interrompue, puisque pour échapper au spectre croissant du nazisme, il émigra aux États-Unis avec sa famille, où il lui arriva une histoire totalement folle. Accidentellement victime d'un tir de calibre 32 en pleine tête, il fut emmené à l'hôpital et survécut contre toute attente, le rapport des médecins expliquant à la presse que la balle s'était littéralement écrasée contre son front. Une nouvelle fois miraculé et persuadé que le destin lui réservait de grandes choses, Joe s'intéressa au pouvoir de l'esprit sur le corps et développa les deux de concert avant de parcourir les États-Unis sous le nom de Mighty Atom.
Capable de plier l'acier à main nue, de briser des chaînes à la seule force de sa poitrine, ou encore de soulever d'impressionnantes charges, son exploit le plus célèbre demeure quant à lui unique à ce jour. En effet, le 29 septembre 1928, il attacha ses cheveux à un avion devant toute une foule de témoins, et est tenu sur place alors que ce dernier accélérait prétendument à 96 km/h. Qu'il y ait parfois eu trucage ou exagération, ça on s'en doute. Il n'empêche que son histoire a de quoi en motiver plus d'un, et son secret tenait en une seule phrase. Si tu penses que tu peux le faire, tu peux le faire. Une philosophie simple et efficace qu'il respectera toute sa vie en continuant de multiplier les démonstrations de force jusqu'à sa mort à l'âge de 84 ans. Pour passer devant Mighty Atom et occuper la deuxième place, il fallait nécessairement que je vous sorte un monstre, ce qui est chose faite, et pourtant, né en 1825 sur l'île de Berneray en Écosse, rien ne prédestinait Angus MacAskill à être qualifié comme tel. En effet, enfant d'une taille tout à fait normale, il était a priori un garçon comme les autres, jusqu'à ce que la puberté ne pète totalement un câble. Car empilant les centimètres sans compter, il affichera une fois adulte des mensurations jamais égalées chez quelqu'un de sain. 2m36, 193 kg, 200 cm de tour de poitrine relativement sec. Contrairement à d'autres monstres humains comme André le Géant ou Robert Wadlow, qui mesuraient respectivement 2m24 et 2m72, Angus n'avait aucune pathologie. Sa taille était tout à fait naturelle, il débordait de santé et il était on ne peut plus proportionné. Sauf peut-être pour sa force. Le géant devint effectivement célèbre pour avoir soulevé devant des marins en état de choc une ancre de bateau dont le poids fut estimé à 1,3 tonne. Si cette performance demeure malheureusement invérifiable et fut probablement exagérée, ce n'est a priori pas le cas de celle qu'il aura accomplie par la suite. Capable de porter 2 barils de 160 kg sous chaque bras, de soulever 50 kg à deux doigts, ou encore de vider un bateau d'une demi-tonne d'eau de cale à lui seul, il était assurément doté d'une force surnaturelle. Cette dernière, couplée à une apparence toujours très soignée, ne tardera pas à attirer le célèbre Phineas Barnum, immortalisé dans le film The Greatest Showman, qui le recrutera pour son spectacle. Il y apparaîtra entre autres aux côtés du général Tom Pouce, un nain de cirque qui de son côté n'a jamais dépassé le maître. De plus en plus populaire, Angus ira jusqu'à se faire remarquer par la reine Victoria, laquelle l'invitera en personne à lui démontrer sa force au château de Windsor. Si on ignore les circonstances exactes de cette exhibition, la reine déclarera peu après qu'il était l'homme le plus grand, le plus robuste et le plus fort à avoir jamais pénétré le palais. Un grand honneur pour un grand monsieur, et même s'il est vrai qu'aujourd'hui notre géant est peu connu du public, rassurez-vous, il reste un nom incontournable de la force, si bien que son ancienne maison, devenue un musée, attire chaque année des athlètes mondialement réputés. Pour clôturer ce top en beauté, qui d'autre que l'invincible Louis Cyr. Né au Québec d'une famille originaire des Flandres françaises, il est à n'en pas douter le francophone le plus fort de l'histoire. Pesant déjà 8 kg à la naissance, le jeune garçon sera prompt à surprendre ses parents tout au long de son enfance, comme lorsqu'il sauva un veau de la boue en prenant la bête sur ses épaules à l'âge de 9 ans. Voilà qui pourrait vous rappeler quelqu'un, pourtant ce n'est qu'à ses 12 ans que Louis apprit l'histoire de Minon de Crotone. Fasciné par le légendaire champion, il profitera de la récente naissance d'un veau à la ferme familiale pour entamer avec ce dernier un parcours journalier de 400 mètres, avant de finalement remplacer l'animal, devenu trop remuant et donc dangereux, par un sac de grains auquel il ajoutait régulièrement 1 kg. À force d'entraînement acharné, le tout couplé à une alimentation titanesque, là encore calquée sur Milon, il arrivera à réaliser de véritables prouesses, portant à en croire ses parents 400 kg de grains sur 4 mètres à l'âge de 14 ans. Ces derniers seront ses premiers supporters et sa mère décidera rapidement de ne plus lui couper les cheveux afin qu'il imite Samson, l'Héraclès biblique. Si en dépit d'une popularité grandissante, il aura d'abord du mal à vivre de la force, devant notamment travailler comme policier à Montréal, il ne tardera pas à partir en tournée avec d'autres athlètes avant de devenir en 1886 l'homme le plus fort du Québec. Il s'imposera alors sans grande difficulté face au tenant du titre, David Michaud, en soulevant à un bras un haltère de 100 kg et en réalisant un backlift d'1 tonne. Après avoir copieusement savouré cette victoire et ouvert sa propre taverne en rue Notre-Dame à Montréal, où il amusera la galerie en réalisant quelques tours de force, il retournera finalement sur scène et ira cette fois à la conquête de l'Europe. Présenté bien malgré lui comme l'homme le plus fort du monde, il vaincra avec une humilité bien assez rare pour être souligné tous les athlètes sur son passage, multipliant les exploits surhumains. Parmi ces hauts faits, on retiendra notamment celui qui consiste à pousser un wagon de marchandises en haut d'une colline, un backlift de près de 2 tonnes, ou encore un développé à une main de 123 kg au-dessus de la tête. Mais s'il y a bien un exploit de Louis qui intrigue de par son caractère spectaculaire, c'est celui qu'il réalisa le 12 octobre 1891 à Montréal. À cette occasion, 2 paires de chevaux avaient été disposés de façon à exercer des forces de traction opposées, tandis que Louis les retenait à la seule force de ses bras. Un exploit qui paraît irréaliste et que le strongman répétera pourtant avec 2 chevaux d'attelage un an plus tard devant le marquis de Queensbury, lequel, sur le cul, lui offrit l'un des 2 animaux en guise de trophée. Inutile de dire qu'à l'époque les gens n'attendaient qu'une chose, son face-à-face avec le grand Eugène Sandeau. Ce dernier parviendra néanmoins à éviter tout duel, allant jusqu'à prétexter que son potentiel adversaire manquait de style pour le défier.
Une pirouette un peu bancale, d'autant que ces records seront finalement battus par le Canadien, mais qui suffira néanmoins à préserver Eugène d'un face-à-face possiblement humiliant. Demeurant par conséquent invaincu, connu pour ses performances mais aussi pour sa joie de vivre ou encore pour son humilité, Louis Cyr constitue définitivement l'une des plus grandes figures de la force, si bien que Ben Weider lui-même, ancien patron de l'IFBB, déclarera en 2006 que le Québécois était sans doute l'homme le plus fort à avoir jamais foulé la terre. Nous voilà arrivés au bout de ce top. Le format innove et j'espère vraiment que ça vous a plu parce qu'autant j'ai adoré l'écrire, autant j'ai jamais été aussi emmerdé avec une vidéo. Entre mon déménagement, mes problèmes de matos, mes problèmes d'acoustique ou encore le petit rhume qui va bien, ça a été une vraie plaie à enregistrer. Bref, si jamais vous avez aimé, vous êtes plus que bienvenu à me manifester votre amour en faisant exploser les stats à coups de partage, de likes et de commentaires, ce qui pourrait me motiver à réitérer à l'avenir vu que j'ai d'autres idées en stock. Parlant de commentaires, je vous en prie, n'hésitez pas à proposer votre propre classement, le mien reste quand même assez subjectif et je suis sûr qu'on pourrait avoir des débats très intéressants sur le sujet. J'en profite aussi pour vous encourager à aller voir ce que fait Thorfinn sur Twitter. Il s'agit du graphiste à l'origine de la nouvelle bannière de la chaîne, et je trouve qu'il mérite davantage de visibilité. Enfin, si jamais ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche, il y a du contenu vraiment énorme qui va bientôt arriver, et ce serait dommage de passer à côté. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon confinement, un bon entraînement façon débrouille, et je vous dis à très vite pour la suite. Des bisous tout le monde!